Dis, ta vidéo sur la VF de Star Wars. Star Wars en VF, c'est un peu le bordel quand même, autant voir la VO. Je ne sais pas ce que c'est qu'une VF bordélique. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'une saga qui tombe en plein dans l'actualité, si la vidéo n'est pas en retard. Halloween, c'est donc à la base un film de John Carpenter, sorti aux États-Unis en 1978. C'est le premier vrai gros succès de son réalisateur, même si selon moi c'est pas son meilleur, et c'est surtout un film qui a popularisé un genre jusque-là émergent, le slasher. Si, vous savez, ces films où un tueur fou massacre à l'arme blanche des jeunes adultes généralement libidineux et pas très brillants au niveau du cigare. En l'occurrence ici, le tueur s'appelle Michael Myers. À l'âge de 6 ans, il assassine sa sœur et est placé en hôpital psychiatrique. 15 ans plus tard, il s'échappe lors d'un transfert et se rend dans sa ville natale de Haddonfield, alors en pleine préparation de la fête d'Halloween, poursuivi par son psychiatre, le Dr Loomis, qui tente de prévenir un massacre. Le film a été tourné pour un budget très faible, à tel point que les acteurs portaient leurs propres vêtements et conduisaient leur propre voiture, et que Donald Pleasence, le seul acteur qui avait déjà une carrière reconnue, n'a été payé que $20 000 pour son rôle. D'ailleurs, à la base, Carpenter voulait Peter Cushing ou Christopher Lee pour jouer Loomis, mais Lee a refusé, ce qu'il a beaucoup regretté ensuite, et Cushing aurait été partant, mais son agent lui a interdit. Visionnaire, le gars. Malgré ça, le film a connu un immense succès, a été le point de départ d'une saga qui perdure encore de nos jours, et moi je suis là pour vous parler de la version française de ces films. Je précise toutefois que je vais me limiter à la série originale, c'est-à-dire les 6 premiers films, en laissant de côté les trouzaines de reboots qui sont sortis ensuite. Déjà parce que j'ai pas grand chose à dire sur la VF de ces films qui sont plus récents, et aussi parce que sinon la vidéo serait pas sortie avant Pâques. Le premier film sort en France en 1979, quelques mois après la sortie américaine, en plein mois de mars, avec une VF réalisée par la société Lingua Synchrone sous la direction de Richard Hines et une adaptation de Anne Duther. Alors Richard Hines, on lui doit les VF de films comme Barry Lyndon ou L'Exorciste, apparemment ce serait aussi lui qui aurait signé le premier doublage de Apocalypse Now, mais l'information est à prendre avec des pincettes. Quant à Anne Duther, eh bien, elle a adapté de très nombreux films, notamment Amadeus, ou encore une bonne douzaine de James Bond. Une bonne équipe donc. Et pourtant cette VF regorge de problèmes, au niveau de l'adaptation surtout. D'une part, il faut parler du titre même du film, Halloween. Vous n'êtes pas sans savoir que Halloween n'est pas du tout une fête française à la base. Elle n'a été introduite chez nous que dans les années 90. Du coup, le mot même Halloween était pratiquement inconnu en France en 1979. Donc à l'époque, le film a été rebaptisé La Nuit des Masques. Bon, ok. Par contre, dans tout le film, le mot Halloween a été remplacé par La Veille de la Toussaint. C'est quand même assez ridicule. Why do they do it? Goddamn kids. They'd do anything for Halloween. Ah, ces gosses, ils ont emporté la stèle. La veille de la Toussaint, ils font n'importe quoi. Et d'ailleurs, l'équipe de la VF s'est même permis de rajouter une voix off en début de film pour expliquer ce que c'est qu'Halloween. Et je dis bien expliquer, c'est littéralement la définition du dictionnaire. Halloween est une fête religieuse anglo-saxonne à la veille de la Toussaint. Par certains aspects, elle rappelle notre Mardi Gras. Ajoutez à ça l'autre gros problème de cette VF, déjà moult fois évoqué et moqué sur la toile. Michael? Michel? Alors je sais que à l'époque, le fait de franciser des noms qui sonnaient trop américains, c'est un truc qui se faisait souvent. Are you comfortable, Reagan? Tu es bien comme ça, Régine? Mais enfin merde quoi, Michel Meyer, c'est ridicule. C'est un peu comme le premier Vendredi 13 où Jason est devenu Jackie. C'est d'ailleurs un peu dommage qu'il n'y ait jamais eu de spin-off, on aurait pu avoir Jackie versus Michel. Alors vous allez me dire que c'est un détail, et c'est vrai que le reste de l'adaptation est très bien, mais bon, ce genre de truc, ça peut vraiment flinguer un doublage. Au niveau des comédiens, Laurie Strode, jouée par Jamie Lee Curtis, est doublée par Sylviane Margollet, une comédienne qui a notamment doublé Sissy Spacek dans Carrie. Hello? Why'd you hang up on me? Annie? Was that you? Of course. Why didn't you say anything? You scared me to death. I had my mouth full. Couldn't you hear me? Thought it was an obscene phone call. Allô? Pourquoi tu m'as accroché au nez? Annie, c'était toi? Bah évidemment. Pourquoi tu disais rien? J'ai failli mourir de trouille. J'avais la bouche pleine, t'entendais pas, non? J'ai cru qu'un maniaque faisait joujou. Le shérif Brackett a la voix grave de Michel Barbet, un comédien qui a doublé de nombreux western spaghetti notamment. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Et c'est la veille de la Toussaint.
On a tous le droit de se flanquer la frousse. Et sa fille, celle de Mike Dara, la future voix de Whoopi Goldberg. Tous ces personnages étaient joués par des acteurs débutants, aucun n'avait de voix française attitrée, et Heinz a, je trouve, réuni plutôt un bon casting dans l'ensemble. Les voix collent bien et les comédiens jouent juste. Il faut dire que ceux-ci, contrairement aux acteurs américains qu'ils doublent, avaient déjà de l'expérience en matière de doublage et de comédie. Quant à Donald Pleasence, qui avait quand même déjà une bonne expérience, on va dire, eh bien il n'avait par contre pas de voix française attitrée. De nombreux comédiens l'avaient doublé plusieurs fois, comme Philippe Dumas une dizaine de fois, Georges Riquier 5 fois, ou Albert Medina 3 fois. Il est doublé ici par Claude Dasset, un comédien assez discret qu'il avait déjà doublé dans le thriller La Nuit des Généraux. You haven't anything to worry about. He hasn't spoken a word in 15 years. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Celui-là n'a pas dit un mot depuis au moins 15 ans. Bref, le film connaît le succès aux États-Unis et les producteurs poussent Carpenter à réaliser une suite. Alors celui-ci ne veut pas, il accepte de la scénariser et de choisir le réalisateur, histoire d'éviter qu'un tâcheron ne ponde un gros navet qui salope son film. Vous imaginez ? Bon, au final, le réalisateur choisi, Rick Rosenthal, s'avère moins compétent que prévu et Carpenter finit par remonter le film lui-même en tournant de nouvelles séquences au passage. Il en profite surtout pour clore définitivement l'histoire de Michael Myers et du Dr Loomis pour passer à autre chose. Ainsi, Myers poursuit Laurie à l'hôpital, tandis que les forces de l'ordre tentent de se débarrasser de Loomis. Finalement, le psychiatre se sacrifie pour tuer Myers et les deux meurent dans un incendie. Le film sort en France en juin 1982 avec une VF signée du studio PM, sous la direction de Michel Gast et des dialogues de Christian Duras. Alors Michel Gast, on lui doit des VF comme celle de Alien ou Retour vers le futur, et Christian Duras, il a adapté notamment de nombreuses saisons des Simpsons. Alors vous vous dites, cool, ça annonce une bonne VF. Oui, mais en même temps pas trop. Parce que vous savez, sur cette chaîne, j'ai à plusieurs reprises critiqué l'ingérence des studios dans les processus de doublage. Mais ça a quand même un avantage, c'est que ça facilite la cohérence au sein des sagas. Parce qu'à cette époque, c'était courant pour les studios de doublage d'avoir vraiment leur escarcelle de comédiens qui ne travaillaient que pour eux. Et ça fait qu'il y a pas mal de films de l'époque dont on peut reconnaître le studio de doublage juste en voyant la liste des comédiens. Et la PM, c'est peut-être l'exemple le plus frappant. Du coup, plus de Claude Dasset, plus de Sylviane Margollet, plus de Michel Barbet, plus personne, tout le casting change par rapport au premier. Le shérif Brackett est désormais doublé par Marc de Géorgie, le Dr Loomis par William Sabatier, qui avait déjà doublé l'acteur dans un épisode de Columbo, mais un très bon épisode de Columbo. Quant à Laurie Strode, elle se retrouve doublée par Mike Dara, qui doublait son ami dans le premier film, parce qu'après tout, fuck la logique, hein. Alors, qu'on se comprenne, je critique pas la performance des comédiens, qui jouent tous bien. D'ailleurs, je préfère carrément Mike Dara sur Jamie Lee Curtis. William Sabatier a peut-être un peu trop de coffre pour Pleasance, mais y a rien de choquant. Appelez la police! Dites au shérif que je lui ai tiré dessus! Sur qui? Mais dites-lui qu'il court toujours! Non, le problème, c'est juste que c'est quand même assez malvenu pour une suite de chambouler tout un casting. Surtout pour une suite qui reprend directement là où s'arrêtait son prédécesseur. Prise indépendamment, elle est très bien cette VF. Bien traduite, avec Michael Myers qui conserve son nom, les seconds rôles sont tous bien choisis, notamment Richard Darbois sur l'adjoint au shérif, ou Max André, un comédien que je ne connaissais pas sur le Marshal, chargé de rapatrier Loomis à l'asile, et qui a l'air de s'en foutre complètement qu'il y ait un tueur en liberté, c'est vraiment assez drôle. N'avancez pas! Il est mort. Non, non, regardez-le bien, il respire encore. Oh bon. Une bonne VF donc, mais quand même assez difficile à apprécier si comme moi vous aimez bien mater les deux films à la suite, comme un seul film de 3 heures. C'est quand même très désagréable d'avoir toutes les voix qui changent en plein milieu. Et du coup, moi ces deux films j'ai plutôt tendance à les voir en VO quoi. Le film a reçu des critiques plutôt mitigées, même si personnellement je l'aime beaucoup, et a plutôt bien marché au box-office, ce qui a naturellement poussé les producteurs à envisager un troisième film. Sauf que Carpenter, lui, il a l'impression d'avoir tout dit sur Michael Myers et le Dr Loomis. Du coup, il propose une nouvelle orientation pour la saga. Chaque film serait indépendant et raconterait une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages, mais toujours en lien avec la fête de Halloween. Un peu comme un épisode de la 4ème dimension. Ou de Black Mirror, en plus récent. Donc Carpenter confie l'écriture et la réalisation de ce film à l'un de ses amis, Tommy Lee Wallace, avec qui il avait travaillé sur Fog et qui plus tard a réalisé ça. Ça quoi? Ça? Mais ça quoi? Ça? Ah, ça! On suit donc dans ce film le docteur Chalice, un médecin dont l'un des patients est mystérieusement assassiné. La fille du défunt lui apprend que son père vendait des jouets et rentrait d'une réunion chez l'un de ses principaux fournisseurs, le fabricant de masques Silver Shamrock, dont les pubs super cheap tournent en boucle sur toutes les chaînes de télé. Celle-ci pense que son père aurait découvert un sombre secret sur l'entreprise qui aurait alors voulu le faire taire. Deux protagonistes se rendent donc au siège de Silver Shamrock en Californie pour découvrir la vérité. Le film a été littéralement détruit par la critique, à tort selon moi, et c'est encore aujourd'hui le film Halloween qui a le plus mal marché au box-office.
Il a quand même pu bénéficier d'une exploitation à peu près décente en France, la VF est toujours confiée à l'APM, l'adaptation à Christian Duras et la direction artistique est cette fois confiée à Jean Drose, un habitué de la société. Bon, le film est considéré comme un hors-série, on n'y retrouve aucun personnage des films précédents, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que pour le coup cette VF est vraiment excellente. Très bien adaptée, avec des comédiens bien choisis. Le docteur Chalice, joué par Tom Atkins, déjà vu dans plusieurs films de Carpenter, est doublé par Pierre Attet, qu'on ne présente plus je crois. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Et qui est très bon comme toujours. I don't know, your father came into the hospital. I thought he was crazy, out of his mind. He's hanging onto a Halloween mask, he wouldn't let it go. And what he said was, they're gonna kill us all. Je ne sais pas, votre père est arrivé à l'hôpital et je l'ai pris pour un fou. Il était bizarre, il avait un masque d'Halloween à la main et il ne voulait pas le lâcher. Ce qu'il a dit en fait c'est, ils vont tous nous tuer. Ellie, la fille du vendeur, jouée par Stacey Nelkin, qui n'a, je crois, rien fait d'autre de marquant dans sa carrière, est doublée par Céline Monsara, la future voix de Julia Roberts ou de Lauren McFly, qui n'avait pas encore l'habitude des rôles de premier plan, mais qui s'en sort bien, en plus de coller à merveille au personnage et au physique de l'actrice. I think my father ran into trouble somewhere between here and Santa Mira. Santa Mira? Where they make those. Ah. Little place, not too far away. Je crois que mon père a dû avoir un problème quelque part entre ici et Santa Mira. Santa Mira? Où on fabrique les masques. Ah. C'est une petite ville, pas très loin. Quant à Conal Cochrane, le dirigeant de Silver Shamrock, joué par l'excellent acteur irlandais Dan O'Herlihy, qui n'avait pas attendu Robocop pour jouer les PDG maléfiques, il est doublé par Philippe Dumas, la voix d'Obi-Wan et de l'oncle Picsou, un choix assez étrange. Alors peut-être que c'est pour ajouter plus d'impact quand on découvre son vrai visage, mais Enfin, je sais que l'habit ça fait pas le moine, mais bon là quand même les gars c'est un peu grillé quoi. Après en soi Dumas est plutôt bon hein, mais c'est pas à lui que j'aurais pensé en premier. It was the start of the year in our old Celtic lands and we'd be waiting in our houses of wattles and clay. The barriers would be down, you see, between the real and the unreal. And the dead might be looking in to sit by our fires of turf. En fait, c'était le début de l'année dans nos anciens pays celtes et nos familles attendaient dans nos maisons de clayon et d'argile. Les barrières étaient baissées ce jour-là pour séparer le réel de l'irréel. Et la mort pouvait entrer et s'asseoir près de nos feux de tourbe. Je mentionnerai quand même le personnage de Buddy Kupfner, ce personnage secondaire mais ô combien mémorable de père de famille complètement beauf, qui arrive pour visiter l'usine, la bouche en cœur, en n'ayant aucune idée de ce qu'il attend lui et sa famille. Il est doublé par ce bon vieux Jacques Ferrière et sa voix rigolote, toujours très à l'aise pour doubler les abrutis. Buddy Kupfer de San Diego. Et voici ma femme Betty. Je suis ravie de vous connaître. Ouais, vous l'aurez compris, cette VF est excellente. Bon, il y a quelques défauts, notamment ce truc idiot de mettre des voix off pour traduire les textes écrits. Alors, je trouve déjà ça assez cheap de manière générale, mais quand en plus c'est fait par Captain Obvious... New York, État de New York, Omaha, Nebraska, Dayton, Ohio, Baton Rouge, Louisiane, Los Angeles, Californie. Vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Si, complètement même. Il y a aussi les publicités Silver Shamrock qui sont doublées à moitié, mais ça je pense que c'est juste l'équipe du film qui n'a pas fourni au studio de doublage une version des pubs sans les paroles. Du coup l'ingé son français, Pierre d'Aventure, a dû bricoler un truc dans son coin et ça s'entend pas mal quand on compare les deux versions. Yes, kids, you too can own one of the big Halloween 3. That's right, 3 horrific masks to choose from. Imported Halloween, Halloween, Halloween. Imported Halloween, Silver Shamrock. Oui, les enfants, vous aussi, vous pouvez avoir un des 3 masques d'Halloween. Oui, vous avez le choix entre 3 terribles masques. Mais bref, hormis quelques détails qui relèvent là du chipotage, vous aurez compris qu'on tient une VF très appréciable. D'ailleurs, ce film s'est fait traîner dans la boue à sa sortie, alors que selon moi, même s'il a des défauts assez évidents, ça reste une série B d'horreur tout à fait sympathique, et cette VF est un bon moyen, je pense, de le revoir et peut-être même de le réévaluer. Mais bref, après cet échec, la saga s'arrête jusqu'à l'arrivée de l'acteur Paul Freeman, lui-même, qui décide de se lancer en producteur, et qui pense qu'une suite à Halloween, ça pourrait être une opération bien fructueuse, à condition de faire revenir Michael Myers, bien sûr. Il convainc le producteur historique de la saga, Mustafa Akkad, et un Halloween 4, le retour de Michael Myers, s'est mis sur les rails. Carpenter lui refuse l'idée et quitte la franchise pour de bon. Je ne sais pas exactement dans quel contexte, mais dans ma tête, ça donne plus ou moins ça. Je vous préviens les gars, si vous faites ce film, moi je me casse.
Je m'en vais, hein. Je suis parti. Je suis chez moi en ce moment. On est 2 semaines plus tard et je suis toujours pas revenu. Mais il n'y a pas que Carpenter qui quitte le navire, il y a aussi Jamie Lee Curtis qui en a assez des films d'horreur. Les producteurs font alors revenir le Dr Loomis d'entre les morts histoire de garder un visage connu. Et vu que Donald Pleasance ne sait apparemment pas qu'il a légalement le droit de refuser un rôle, et bah il revient avec plaisir. Et la réalisation est offerte à Dwight Little qui n'a rien fait de très intéressant de sa carrière. Le film nous raconte donc l'histoire de Jamie Lloyd, la fille de Laurie Strode qui tente de faire le deuil de ses parents morts dans un accident de voiture. Michael Myers, dans le coma depuis 10 ans, apprend de la bouche d'un infirmier qu'il a une nièce et se relève, frais et dispo pour aller la tuer. Apprenant l'évasion, le Dr Loomis, handicapé suite aux événements du second film mais toujours bien vivant, retourne donc à Haddonfield pour tenter d'éviter un massacre. Alors ce film, c'est peut-être parce que je m'attendais à un navet, mais j'ai trouvé ça plutôt correct en fait. Son plus gros défaut étant qu'il n'a aucune vraie raison d'exister. Mais il y a des bonnes idées, notamment le personnage de Jamie, joué par Daniel Harris, qui semble pas mal inspiré de Newt dans Alien, quand même, mais qui est assez touchant et plutôt bien joué en fait. Au final, c'est un film très regardable. Autant le film a connu un joli succès outre-Atlantique, autant il a connu une exploitation beaucoup plus limitée en France, et la VF a été confiée à la société Garcia-Actorza Productions, une boîte spécialisée dans le doublage de films qui sortaient souvent directement en vidéo chez nous. On leur doit pas mal de films asiatiques, notamment des Jackie Chan, des dessins animés un peu cheap, ou des films d'horreur de série B. Et disons que c'était rarement des doublages très qualitatifs en fait. Les comédiens n'étaient parfois que 5 ou 6 pour faire tous les rôles, ils devaient faire de longues journées en travaillant vite. Travailler là-bas c'était très mal vu syndicalement parlant, d'où le fait qu'on y retrouvait un peu toujours les mêmes comédiens sur tous les projets. Il y a des comédiens qui ont bossé là-bas et qui ont pu s'élever ensuite, genre Bernard Bollet, Daniel Lafourcade ou même Jean-Louis Faure. Mais vous comprendrez que dans ces conditions, c'était quand même plus facile d'accoucher de quelque chose de médiocre que de bon. Et ici, autant on est clairement dans le haut du panier des productions Garcia-Actorza, autant c'est pas non plus excellent. Déjà, l'adaptation des textes, signés Frédéric Bieler et Franco Caglia, est vraiment pas dingue. Les dialogues en VO sont pas transcendants à la base, mais c'est quand même traduit de manière assez plate. Il y a quelques bons points, par exemple ici en VO le policier dit que l'ancien shérif a déménagé à Saint-Pétersbourg. Alors il parle évidemment de la ville de Floride, pas de celle de Russie. En VF les traducteurs ne se sont pas trompés, ils ont éliminé la référence à la ville qui était sans doute trop obscure pour le public français. À la place il dit juste que le shérif habite désormais à l'autre bout du pays, ce qui passe très bien dans le contexte. Mais par contre... Je vous dis que Michael Myers est là, dans cette ville! Il y en a d'autres des comme ça, ou... Il y a 10 ans de ça, il essaye de tuer Laura Stroder. Au niveau de la DA, elle est signée Jacques Garcia, donc le cofondateur de la boîte, qui dirigeait la plupart de leurs VF. Avant d'entrer dans les détails, je souligne au moins que chaque acteur a sa propre voix, on n'a pas 5 comédiens qui font tous les rôles en se bouchant le nez. Le tout est quand même un minimum professionnel. Bon, il y a bien Joe Doumergue qui fait plusieurs rôles tertiaires, mais ça se remarque pas trop, et c'était un truc qui se faisait à l'époque, même pour les VF de plus haut standing. Par contre, vous pouvez tout de suite abandonner l'idée de retrouver Claude Dasset ou William Sabatier sur Donald Pleasance. Il est doublé par Jacques Garcia lui-même. Bah oui, j'ai dit qu'il y avait un comédien par rôle, mais vous savez combien ça coûte aussi? Alors soyons honnêtes, Jacques Garcia n'est pas foncièrement mauvais comédien, mais il me paraît évident qu'il était nettement plus jeune que Donald Pleasance, et du coup il force la voix de vieillard d'une façon assez pénible. Arrêtez donc de parler de je ne sais trop quel prisonnier, Hoffman. Cet homme représente le mal à l'état pur, il n'est plus malade. Le shérif Ben Meeker, joué par Beau Starr, est doublé par Jean-Bernard Guillard, qui est aujourd'hui connu comme la voix de Stephen Lang. C'est impossible, Michael Myers est impotent. Rachel Carruthers, jouée par Ellie Cornell, est doublée par Marie-Madeleine Burguet, une comédienne qui a fait essentiellement des rôles secondaires dans des doublages de séries télévisées comme Breaking Bad, The Office, Esprit criminel ou Dexter. Explique-moi ce que je veux dire à Brady. Désolée, mais je dois garder ma petite sœur toute la soirée et essayer de trouver une autre donzelle. Oh, ma parole, mais c'est la fin du monde, on dirait. Exactement. Les deux ont plus ou moins le même problème, c'est qu'ils jouent mal, quoi. On sent que c'était leur début et surtout qu'ils n'avaient droit qu'à 1 ou 2 prises maximum. Enfin, on va parler du rôle principal. Jamie Lloyd, joué par Daniel Harris, est doublé par Isabelle Noéry, qui n'a pratiquement rien fait d'autre en termes de doublage. En fait, la majeure partie de sa carrière se compose de séries télé sans grand intérêt, comme Petit secret entre voisins ou Joséphine Ange Gardien. Your mother used to babysit me when I was your age. I bet you didn't know that. You're lucky. I wish you could do the same for me. Ta mère me gardait souvent quand j'avais ton âge. Je parie que tu ne le savais pas. T'as eu de la chance. Moi aussi, j'aurais voulu l'avoir pour moi. C'est un peu triste parce qu'au final, je trouve que c'est elle qui s'en sort le mieux.
Je sais pas quel âge elle avait en 1990, bon, elle était clairement plus âgée que Danielle Harris, mais elle avait pas une voix qui sonne trop adulte, et je trouve qu'elle est plutôt crédible en fait. En termes de doublage d'enfant, j'ai vu clairement pire. Pas possible, sa maman est morte. Bon, c'est pas glorieux comme bilan, hein. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Halloween 4, c'est pas Laurence d'Arabie. Oui, mais bon, quand même... C'est la même équipe qui s'est chargée de la VF de Halloween 5, sortie de nouveau en catimini chez nous. Et d'ailleurs, on y est, on a vraiment la première grosse daube de la saga. Ça aura pris plus de temps que ce que je croyais. En fait, ce film a été rushé pour sortir 1 an pile après le 4, et énormément de mauvaises décisions ont été prises. La première étant d'avoir complètement jeté à la poubelle la fin du 4, que je ne vous ai pas spoilé parce que juste pour elle, le film vaut le coup d'œil au moins une fois, mais elle est sans conséquence dans ce film aussi. Donc après que Michael Myers a été criblé de balles par la police, il tombe dans un trou et les flics jettent des bâtons de dynamite dedans pour le tuer. Celui-ci s'échappe dans des grottes et se réfugie auprès d'un ermite qui l'héberge et le soigne pendant 1 an. C'est beau l'hospitalité quand même. Et à Halloween de l'année suivante, il retourne à Haddonfield pour tuer Jamie, encore traumatisé par les événements de l'an passé, blablabla, vous commencez à connaître. Alors le Dr Loomis en parallèle est devenu un connard qui décide dans le dernier acte de se servir de Jamie comme appât pour attirer Michael dans son ancienne maison. Son ancienne maison qui est devenue le putain de manoir hanté à Disneyland. Et l'essentiel du film, c'est des ados stupides qui sont tués de manière molle et filmés platement. Le réalisateur d'ailleurs est un débutant, Dominique Autenin-Girard. Non, il est suisse. Donc comme je le disais, les comédiens sont les mêmes et Garcia est toujours à la direction artistique. Par contre, je ne sais pas si les adaptateurs sont les mêmes. Je m'attendais à passer très rapidement sur cette VF, mais non, il y a des choses à dire. Au départ, je pensais que les doublages d'Halloween 4 et 5 avaient été enregistrés en même temps, vu les dates de sortie françaises assez proches. Mais non. Il y a vraiment une différence de qualité entre les deux. Alors d'une part, Garcia force beaucoup moins sa voix pour faire vieux que dans le premier film. Du coup, on remarque plus qu'il est un peu jeune pour le rôle, mais c'est beaucoup plus agréable à écouter que dans le film précédent. D'ailleurs, je trouve que Garcia a une voix assez agréable en elle-même, avec des intonations qui me font un peu penser à du Claude Giraud par moments. Elle te détruira toi aussi. Peut-être bientôt. Cette folie qui te dévore le cœur. De même, je trouve que la plupart des comédiens ont clairement fait des progrès, que ce soit Jean-Bernard Guillard ou Marie-Madeleine Burguet. Donc là, vous vous dites, ah bah ça va, c'est cool, ils se sont améliorés. Ouais, mais il y a un gros défaut, l'adaptation. Alors bon, on est débarrassé du Michael, heureusement, on reste sur Michael, ça s'est fixé et ça ne changera plus. Par contre, il y a tout le reste. Alors en fait, une bonne partie du film met en scène des ados et on sent que l'adaptateur avait plus de 40 ans. Du coup, c'est un festival de punchlines et de vannes bien nuls qui des fois sortent complètement de nulle part quand on compare avec la VO. Cette fois-ci, ils sont comptés bons. Oh, on ferait quand même bien d'aller voir. Allez chercher les explosifs. Et en parallèle, le texte est vachement censuré. Enfin, je veux dire, quand on arrive à traduire... Par... Je vais t'enfoncer. Enfin, c'est quand même qu'il y a un souci. Ajouter à ça une synchro vraiment pas top et le fait que Jamie est censée être muette mais que la VF l'a fait gueuler tout le temps de façon complètement stupide. Oh, Jamie. 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 Oh, la petite fille, ça va aller. C'est fini maintenant. Calme-toi. Et on obtient un mauvais doublage. Sans transition, on va passer à Halloween 6, la malédiction, qui porte bien son titre. En fait, après l'échec du 5, les droits de la saga ont été rachetés par la société Miramax, dirigée à l'époque par les frères Weinstein. L'ambition avec ce film, c'était de répondre à toutes les questions laissées en suspens dans les opus précédents. Pourquoi Michael semble-t-il immortel? Pourquoi y a-t-il un hôtel druidique dans son grenier? Et surtout, qui est cet homme mystérieux habillé tout de noir qui libérait Michael de prison dans le film précédent? Autant d'éléments habilement laissés en suspense par des scénaristes qui avaient tout prévu, et non je plaisante, ils ont fait ça au pif, ils savaient pas du tout comment embrayer. Donc on était supposé découvrir dans ce film que Michael est possédé par une secte druidique active à Haddonfield depuis des temps immémoriaux et qui veut qu'à chaque Halloween un enfant sacrifie sa famille pour honorer le dieu Thorn.
Et vu que Michael y arrive pas, il décide de capturer Jamie pour que Michael, son oncle, la viole pour donner un enfant qui à son tour accomplira la prophétie. Et en parallèle, on suit les pérégrinations de Tommy, l'enfant que Laurie gardait dans le premier film, on le reconnaît bien clairement, qui enquête sur l'histoire de Myers. Ah, et en parallèle aussi, il y a le Dr Loomis qui est présent. Le film est connu pour être déjà très mauvais, mais aussi pour sa production extrêmement chaotique, puisque les Weinstein ont estimé que cette histoire de secte était stupide. Oui, c'est vrai. Mais ils ont estimé ça alors que le film était déjà terminé. Du coup, ils ont exigé des reshoots, refait entièrement la musique du film, tenté d'effacer l'histoire de la secte de l'histoire, et également supprimé pas mal de scènes avec Donald Pleasence au prétexte qu'il est vieux. Bon, je vais pas revenir sur ce bordel, je vous conseille l'excellente vidéo de Anthony Padona qui revient sur toute cette affaire. On va passer à la VF plutôt. Alors même si le film a de nouveau été exploité de façon très confidentielle chez nous, la VF a quand même été confiée à une boîte un petit peu plus prestigieuse, en l'occurrence la société Audiophase, avec une adaptation de François Vidal, et une direction artistique de Georges Caudron, qu'on connaît notamment pour avoir été la voix de Fox Mulder. Donald Pleasence, pour son ultime rôle au cinéma, est doublé par Raymond Bayet, un comédien de théâtre surtout, qui a fait quelques rôles secondaires dans des doublages par-ci par-là, mais qui s'en sort tout à fait honorablement, même si le personnage a été tellement tronçonné hors du montage final que finalement il a assez peu à jouer. Est-ce que tout va bien? Qui êtes-vous? Je suis ici pour vous aider, vous et votre famille. Globalement, les acteurs qui jouent les jeunes premiers du film sont très mauvais, au point que je trouve que la VF relève même parfois légèrement le niveau, et j'ai pas grand chose à dire dans le détail. Paul Rudd est doublé par Bertrand Liebert, un comédien qui a surtout doublé dans des séries télé, genre NCIS, Les Tudors ou Lost. Il y a une famille, des parents éloignés, des gens qui ont adopté Laurie, les Stroud. Ils habitent la maison des Myers. Marianne Hagan par Brigitte Aubry, la voix de l'actrice Leslie Mann dans tout un tas de comédies américaines que je ne regarde pas. Pourquoi tu te retournes toujours contre elle? J'espérais que t'aurais évolué, mais c'est encore pire. Ça n'ira jamais dans cette maison. On retrouve également le toujours très bon Michel Ruhl, la voix de James Cromwell sur le Dr Wine, et le vétéran du métier Dominique Paturel, la voix de Terence Hill ou Michael Caine dans le rôle du père de famille John Stroud. Oui, parce que pour bien rendre hommage au créateur de la saga, John Carpenter et sa productrice Debra Hill, les parents de l'héroïne, ils s'appellent John et Debra. Et pour vraiment marquer l'hommage, John, c'est un sale con violent. Carpenter, il a dû être content, je pense. Arrête, faut lui la paix! Toi la ferme, tu restes en dehors de tout ça. S'il te plaît, John, calme-toi. Avise-toi de me reparler une seule fois comme ça et je te colle une véritable raclée. Je vais vraiment pas m'éterniser sur ce film, il est mauvais, et sa VF est pas très intéressante en fait. Alors il y a bien une Director's Cut sortie il y a quelques années qui essaye d'effacer un peu toute la merde que les Weinstein ont déversée sur ce film, mais elle n'existe qu'en VO et donc j'ai pas vraiment de raison d'en parler. Je vais m'arrêter ici puisque après l'échec de ce film, le producteur historique de la saga, Moustapha Akkad, a décidé d'effacer tout simplement les opus 4, 5 et 6 et de faire une suite aux deux, avec Halloween 20 ans après. Puis ensuite viendront les remakes de Rob Zombie que je vous conseille pour le coup, et la trilogie nostalgique qui s'achève en ce moment même. Donc vous allez me dire, mais pourquoi parler de la VF de Halloween? On a compris depuis le 2 qu'il vaut mieux tout voir en VO pour la cohérence. Ça va être la même conclusion pour ta vidéo Star Wars, vraiment tu fais plus aucun effort. Eh bien oui, mais je ne connais aucune saga dont la VF m'aurait permis d'aborder autant de thématiques différentes. Les studios de doublage au rabais, la francisation des noms, les studios qui ont leur escarcelle de comédiens. Du coup, en fait, les films Halloween, en soi, on s'en fout. Moi, je voulais juste vous parler de tout ça, c'était juste un fil rouge. Alors n'oubliez pas qu'Halloween, c'est avant tout la nuit des farces. Abonnez-vous et à la prochaine. Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock.